Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums RCMag et rcmag.com. Alors aujourd'hui, j'ai fait une précédente vidéo où je vous présentais l'ensemble des revues, un petit historique, un petit aperçu de tout ce qui existait. Mais la première revue voiture, ça a été, entièrement voiture, ça a été Auto RCM et le numéro 1 que voici, il est sorti en octobre 81. Et moi, ce qui me semblait sympa, c'était de faire un aperçu de ce qu'il y a dans la revue, mais surtout d'essayer de vous montrer en vrai ce qu'il y avait dedans. Voilà, ce que je peux avoir dans ma collection. Alors j'ai pas mal de choses, pas toujours en bon état. Donc excusez-moi hein, pour les puristes si c'est pas exactement la bonne année, mais bon, ça donnera quand même une bonne idée. Et aussi, j'ai à la maison, parce que je dois normalement lui restaurer son stock, mais j'ai du mal à le faire, le stock vintage de Modélisme 34. Ça, c'est les pièces qu'il vend sur son site. Mais il a beaucoup de voitures qui sont pas en vente parce que bon, faut les bricoler un peu. Donc je vais aussi les utiliser pour cette découverte. Alors cette auto RCM, ça a été un gros événement. Alors dessus, en couverture, justement, il y a le premier mystère. On voit cette voiture qui visiblement est un Yankee, mais en 81, c'était pas censé être... là, ça ressemble plus à un Yankee peut-être 82. Alors ça, je vous montrerai tout à l'heure parce qu'ils en reparlent hein, de la voiture après. Mais donc cette revue avait été créée et le rédacteur en chef, c'était que je me rappelle, c'était bien sûr Marc Morus. Je suis bête, un petit trou de mémoire. Voilà. Et la première chose qu'on voit en ouvrant cette revue, c'est la radio Rob Rass. En fin de compte, c'est du fut à bas. Hein. Et cette radio existait depuis un moment, mais en 27 MHz et en AM. Alors ça, je l'ai aussi, mais là, ça correspond pas à l'année. Et elle était de couleur, c'est une sorte de couleur beige. Donc, je vais pouvoir vous la montrer en vrai. Et hop, patatras, pas le miracle, je l'ai sortie de la revue. Voilà, elle est sortie là. Donc c'est cette radio-là. C'est la première voiture radio, en fin de compte, 100% voiture. Hein. Après, Sanwa, ils vont faire un modèle qui ressemble. Donc bien sûr, il y a le volant, mais il y a le vumètre. Celle-là, elle est en FM, hein, comme j'expliquais, donc elle existe en AM26 notamment. Sur le côté, vous avez la commande gaz, frein. Donc bien sûr, il fallait la tenir comme ça, la radio. Et de l'autre côté, en fin de compte, c'était bien parce que pour les gauchers, elle était assez confortable aussi. Et ici, vous avez un crantage, hein, c'est pas le trim. Ça vous permettait de décaler, en fin de compte, la position du neutre. Si vous vouliez une course faible pour le gaz-frein, une grosse course pour l'accélération. Et ici, par contre, c'est le trim. Et je crois, d'ailleurs, je vais l'ouvrir. Je crois que dedans, il y avait un réglage du débattement de la direction. Je vais l'ouvrir pour voir. Donc là, je l'ai ouverte. Bon, alors vous voyez, il fallait 8 piles. Là, vous avez le quartz. Hein. Ça, comme j'ai déjà expliqué, ça a été la grosse révolution. C'est le 2 Giga 4. À l'époque, il fallait mettre des quartz. Et c'était hyper compliqué parce que si vous faisiez quelqu'un se branche et la même fréquence que vous, bah, la voiture, hein, vous la détruisiez. Vous pouvez blesser quelqu'un. Et surtout, les quartz, ils s'abîmaient facilement. Il y avait avec les CB, tout ça, il y avait des pertes de fréquence. Donc, il y avait beaucoup de casse. Il y avait une antenne, une fois déployée, qui est très très longue. Là, on voit que c'est une radio, elle est tout en métal. Hein. Ça, c'est du métal plié. Voilà, oui, ils avaient des potentiomètres aussi qui pouvaient s'abîmer. Donc, ça pouvait poser des problèmes. Et je crois que le réglage, en fin de compte, il était sur le dessus, là, le réglage du débattement. Alors, je me rappelle pas, hein, j'ai beaucoup utilisé cette radio, mais ça date un peu quand même, parce que si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur l'année 86, c'est en finale du championnat du monde, c'était encore une radio qui était utilisée. Hein. Donc, vous voyez, entre 81 et encore, je pense que les premières, les Belges, elles ont dû sortir en 80, ou peut-être même un poil avant. Voilà, c'est donc assez... enfin, vous voyez, c'est quand même hyper différent des radios actuelles. Mais c'était, malgré ce qu'on peut penser, c'était assez agréable à utiliser. Hein. On passait la main derrière. Donc les gauchers, nous, on mettait une sangle. Ici, on fixait une sangle pour coincer la main. Donc c'était assez agréable comme radio. C'est pour ça que moi, j'ai continué à l'utiliser longtemps. Et à l'époque, j'avais même mis une électronique de radio plus moderne dedans pour garder l'ergonomie.
Donc on va continuer notre petite recherche. Alors on peut voir hein, les petits dessins. Il faisait pas mal de dessins à l'époque dans les revues, et ça parle surtout du championnat d'Europe, et il y avait beaucoup de pistes. Hein. La piste huitième, c'était vraiment la Formule 1, c'était beaucoup plus important que maintenant, parce que ça a été en fin de compte la première catégorie pratiquée dans les RC. Donc il y avait beaucoup plus d'avancées, c'était largement en avance la piste par rapport au TT hein, qui débutait. Donc vous voyez, là c'était David Leca, hein, qui va être ensuite champion du monde. Hein. Là, il est arrivé huitième, multiple champion de France. Mais je crois que l'année d'après, ou 2 ans après, je ne me rappelle plus quelle année, il a été champion du monde sur PB. Là, c'était le départ de la revue avec un dessin assez sympa, avec un éditorial, ça se faisait beaucoup, de Marc Morus. Alors là, on voit des picots. Alors ça, c'était la grande marque compétition de l'époque. Hein. Il y avait beaucoup d'OS. Pas mal de moteurs aussi autrichiens, ou alors d'Europe, d'Allemagne, tout ça, c'était les HB, les HP. Mais les moteurs vraiment puissants, c'était les Pico, les OPS. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir vous le montrer. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la petite mise 06. C'était une petite queue show qui existait. Il y a eu des compétitions de ça. C'était avec une carrosserie de Mini. Alors malheureusement, moi, j'en ai pas, mais vous pouvez en voir sur RC Mac Vintage. La Mantua à suspension avec... c'était une des premières voitures à suspension, mais on la considère pas vraiment comme... donc elle a eu un succès commercial très limité, et encore plus en compétition. Et on peut voir que c'était une transmission par coupe conique. Voilà. Avec le moteur en position longitudinale. Donc avec des caissons, des flancs qui étaient censés faire effet de sol en Lexande. Alors ça, c'est une voiture à collectionner. Moi, perso, j'en ai pas. J'aurais toujours aimé en avoir, mais c'est difficilement trouvable. Alors comme je vais faire au fur et à mesure, on va regarder un peu les picots. Donc voici un picot. Alors celui-là, il est d'époque. Alors ça se reconnaît notamment à la culasse, hein, qui tient on appelait ça les picots 4 trous. Donc il y a 4 vis, tandis que juste après, ça a été 5 vis. Hein, sur les, juste après, hein, ça n'a pas duré longtemps. Et le carbu tout alu, le très bon carbu alu, qui malheureusement après ils allaient remplacer par le carbu plastique, mais assez rapidement, qui allait foutre un petit coup quand même à la réputation de Pico. Après, avant de revenir quelques années plus tard avec des bons carbus, des bons moteurs. Mais là, à l'époque, c'était vraiment les moteurs les plus puissants. Enfin, je veux dire, c'était vraiment les moteurs de compétition. Et on le reconnaît, ce modèle, c'est vraiment ces années-là, parce qu'il était décolleté ici, au niveau de l'aluminium. Ceux d'après, l'ensemble en laiton, enfin en alliage, là, il sera noyé dans l'aluminium. Voilà. Donc le Pico 4 trous hein, qu'on retrouve dans les collections sur beaucoup les VCS, enfin, sur plein de voitures. Voilà, donc un très beau moteur. Enfin, j'ai utilisé, ça arrachait à mort, ça calait souvent, mais ça arrachait bien. On continue l'exploration de la revue. Donc là, c'était un peu les news. Là, HB, allez, on retourne encore à un moteur. Alors HB25, il faut savoir que là, c'était un... donc en cylindrée, c'était un 408, donc bien sûr, c'était pas réglementaire, mais on les retrouvait sur plein de voitures, notamment les Kyosho, parce que je pense que c'était distribué par Gropner. Donc comme Gropner distribué les Kyosho, là, le carte Kyosho, ah, ça, je vais aller vous le chercher. J'en ai un, carte Kyosho, comme ça, le Go-Kart. Ça, c'est une super caisse. Bien que j'y des bêtises, j'en ai un, mais il est tellement en épave. Non, j'ai la version d'après, donc je vous montrerai pas. Moi, j'ai une version un peu plus récente. Et le mien, là, il est vraiment trop en ruine. Mais c'était vraiment une voiture assez sympa. Enfin, une voiture, un châssis très original et qui est maintenant pas mal recherché. Là, on voit, c'était l'ancêtre pour rectifier les pneus. Donc, c'était vraiment l'ancêtre du tour à pneus. Alors ça, je me rappelais même pas de ça. C'est assez... Là, les OS10 FSR, alors ça, c'est des moteurs qu'on retrouvait beaucoup, pareil, sur des voitures Kyosho d'origine asiatique, hein, un dixième. Alors ça, je sais, j'en ai à vous montrer, mais c'est monté sur des voitures. Peut-être que je vous montrerai plus tard hein, sur d'autres choses. Ça, c'était les moteurs Super Tigre, le TST qu'on retrouvait beaucoup sur les SG notamment. Voilà. Les coupes coniques, ça, c'est des pièces Micro Racing. Alors, Micro Racing, c'était vraiment une marque qui se voulait, qui a un peu inventé le TT avec le buggy, mais qui avait des voitures toujours souvent un peu désuètes. Et là, vous voyez, par exemple, un différentiel à billes pour son TT que je vais aussitôt vous montrer. Alors, voici le différentiel à billes Micro Racing. Alors, c'est une pièce
On voit que le coupe-conique il est en plastique, hein, très léger. Mais par contre, là, c'est que de l'acier. Et on peut voir, c'est pas un cardan. Alors, c'est mobile, hein, mais c'était pas des cardans sur toutes les versions. Donc là, c'est donc des bras. C'est des bras tirés ou des bras triangulés, mais simples. Et donc, ça suivait, comme le bras était simple, je vais vous montrer après. Il n'y avait pas besoin spécialement d'un cardan. Et donc, c'était à billes. C'est pour ça qu'il y a des méplats là pour le réglage, tout ça. Bon, parce que les premières versions, je pense qu'il n'y avait pas de différentiel du tout. Moi, la version que je vais vous montrer maintenant, donc ça, c'en est un buggy, micro racing. Alors, il y a des versions, elles sont multiples. Alors, celui-là, on peut voir, il n'est pas dans un état génial. Mais par contre, donc ça, je pense que c'était sorti un peu avant. Mais il sortait quand même des options pour ça. Alors, déjà, le réservoir qu'on va retrouver sur les Yankees après. Donc, c'était sur les Yankees, c'était aussi le micro racing. Donc, vous voyez, le bouchon, c'était juste un bouchon simple comme ça. Donc, voilà, pour faire le plein. C'était dans une boîte de protection, hein, plus ou moins étanche, avec la carrosserie qu'on mettait dessus. La triangulation avant, bon là il n'est pas en très bon état, hein, mais voilà c'est une triangulation très fine, c'est pour ça que ça se déformait dans tous les sens. Ça c'était souvent monté aussi sur des bulites. Là le sauve-cerveau il était intégré à la cellule. Et celui-là, cette voiture, alors ça c'est une voiture à Cyril hein, qui n'a pas été restaurée, que je pense que peut-être que je garderai pour moi quand même, celle-là peut-être que je vais lui acheter, je vais peut-être la garder parce que j'ai pas cette version-là, et en plus il y a l'option, il n'est pas en bon état, mais par contre il y a l'option amortisseur hydraulique. Normalement, c'était juste des ressorts et par contre, on devait mettre une goutte d'huile là-dedans, ça devait être ridicule. Et la caractéristique, alors l'OS, je pense qu'il est beaucoup plus récent, hein, c'est un OS plus récent que la voiture. Et la caractéristique, c'était que le moteur, il était fixé comme ça, directement sur la cellule, hein, qui est en aluminium. Donc on peut voir qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique derrière, hein, c'est juste des ressorts. Et là, il y a un bras unique, ce qui permet à la limite de ne pas avoir de cardan, hein, parce que donc la suspension, elle suit, je veux dire, voilà. Donc ça doit pouvoir se monter dessus. Et on peut voir que l'embrayage, en fin de compte, le volant d'embrayage, ça démarre par cône. Ça veut dire, les avions, si vous avez vu comment ça se démarre, hein, c'est un démarrage électrique qui vient s'appliquer ici avec un manche en caoutchouc. Et comme ça, on démarrait directement le moteur. Donc c'était assez pratique, il faut dire. Et le pot d'échappement, vous voyez, c'est carrément un pot d'échappement d'avion. Bon, souvent, quand même, on mettait un pot sur le côté. Enfin, ça dépendait. Voilà, c'était plus quand même une voiture de loisir. Bien sûr, le filtre à air, il est plus récent. Ça se voit que c'est une voiture quand même qui a été sûrement utilisée plus tard, hein, parce que le moteur et notamment surtout le filtre, hein, c'est bien sûr pas tout à fait d'époque. Mais par contre, les cerveaux, eux, ils sont d'époque. Hein, vous voyez, ils avaient une forme quand même, ils étaient gros, ils étaient de forme assez simpliste. Voilà. Et le châssis, c'était juste une plaque en aluminium. D'ailleurs, on voit qu'il est complètement plié. Voilà, c'était ça le micro racing. Maintenant, on va passer au moteur, hein, qui était sur la même page. Alors, pour les moteurs présents dans les news, il y avait le HB25. Alors moi, HB25, j'en ai pas de démonté, j'en ai sur des voitures, hein, des Kyosho, mais je préfère vous montrer un moteur qui est sorti. Donc là, c'est un HB21, c'est exactement le même, mais en version 21. Hein. C'est juste la chemise qui change, je pense. Donc on peut voir déjà, ça c'est un héritage des moteurs avion, hein, parce que pourquoi ils sont en échappement latéral, les moteurs? C'est parce qu'à la base, c'était des moteurs d'avion qu'ils ont fait évoluer en voiture. C'est pour ça que les échappements arrière étaient plus rares, étaient vraiment spécifiques au bateau, qui avait besoin d'un échappement arrière aussi, et à la voiture. Et donc là, on voit, le palier avant, il est démontable, hein, comme beaucoup de moteurs OS, par exemple. Donc ça aussi, c'était un peu spécifique au moteur avion. Et on retrouve le fameux carburateur rotatif, parce que c'était beaucoup de carburateurs rotatifs, et un pot avion. Voilà, ça, souvent les voitures étaient équipées comme ça. Et ce carburateur Perry, qu'on a retrouvé beaucoup, il y en a qui ont débuté avec ça sur les bulites. Il y avait ça notamment sur les Veco 21, tout ça. Donc le réglage, ça c'est le pointeau. Et ça c'est le réglage de la reprise. Vous voyez, il y avait un plus et un moins. Et on le faisait tourner à la molette. Je peux vous dire que c'était quand même assez imprécis. Bon, voilà, il y avait plusieurs tailles de carbu. Donc ça, c'était un moteur qui était, je crois, allemand, si je me souviens bien, et qu'on retrouvait beaucoup sur des voitures Grosvenor, sur des Kyosho, sur voilà, plein de choses comme ça. Et il y avait son pendant, hein, je vous montre, parce que ça, c'était la version, une version autrichienne. Moi, je confondais toujours HP et HB. Alors ça, sur RC Mac Vintage, il y a un article revu où il visite l'usine à l'époque, qui est assez intéressant, voir comment était fait la fabrication de ces moteurs. Voilà, alors, eux, ils avaient toujours des moteurs. Moi, dans ma collection, j'en ai pas mal, notamment des moteurs voiture 4 temps. Donc, ils faisaient beaucoup de choses assez sympas. Et là, on voyait, il y avait déjà un carburateur à tiroir.
C'est à peu près la même époque, hein, donc il y avait un carburateur à tiroir qui était quand même assez sympa. Donc c'était, je sais pas si c'est vraiment 82 peut-être celui-là, je sais pas exactement la date, mais le moteur en tout cas il existait. Lui c'est carrément, il fait plus moteur voiture déjà. Et on voit surtout la qualité de finition qui sont. Ça je vous le présenterai à l'occasion, le 4 temps de la marque, il est superbe. Et il présentait aussi dans les nouveautés hein, le Super Tigre TST. Alors ça j'en ai monté sur des voitures, pareil, mais alors là je vais vous le montrer. Alors là, c'est un échappement, là, c'est un latéral hein, qui présente dessus. Là, c'est une version échappement arrière, mais le carburateur, par exemple est semblable. Hein. Donc, c'est carburateur rotatif. Voilà, avec ici le réglage de la pointe. L'autre côté, le réglage de la reprise. Et on voit, il y a un petit ressort là qui permet, comme il y a un crantage ici, ça permet d'éviter que ça se desserre tout seul. Et on peut voir le diamètre est quand même assez balèze. Et je crois que c'est un rotatif. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Je sais pas combien c'est, mais c'est au moins du 9 mm facile, voire 10 même. Je sais pas, j'ai pas pu mesurer, mais c'est vraiment du gros diamètre et c'est vraiment destiné à la piste. Et ça, c'est un échappement arrière. Hein. Ça, c'est donc pas exactement la même version qui est présentée, mais c'est plus ou moins la même époque et on retrouvait ça beaucoup sur les VCS. Tandis que les latéraux, c'était beaucoup sur les voitures où il y avait le pot d'échappement à l'arrière. Donc plutôt les Futura 111, enfin les voitures qui étaient juste avant cette VCS là. Et donc, quand j'ai vu les news, j'ai dit, ah ben, il y a le go-kart de Grosvenor. En fin de compte, c'est Kyosho. Hein. Surtout dans le vintage, faites toujours attention quand ils disent Grosvenor, souvent c'est des Kyosho. C'est simplement que c'était distribué en Europe par Grosvenor et ils mettaient ça sous leur marque, en fin de compte. Mais il y a toujours un petit logo Kyosho, vous allez voir, je vais vous le montrer, l'ancien logo Kyosho. Alors, j'avais dit, j'avais pas vous le montrer parce que j'avais un peu honte de l'état. Mais comme j'ai la boîte quand même, voilà, il est dans la boîte. Donc, je vais vous le montrer, il est là. Alors celui-là, j'avais eu du mal à le trouver. Donc vous voyez, il y a marqué Grosvenor. Je crois que c'est un. Ah non, je crois que c'est un autocollant qu'ils avaient rajouté. Mais vous avez le petit logo Kyosho ici, les anciens, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et c'était équipé normalement d'un petit moteur de toute petite cylindrée. Hein. C'est à l'échelle 1 quart. Voilà, donc je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer. Alors, j'ai pas déballé avant, hein, j'ai voulu montrer tel que c'était. Donc là, vous avez tous les documents, hein, la notice du go-kart. Enfin, voilà, il y a pas mal d'éléments pour la radio. Et là, vous l'avez en version un peu explosée. Alors, il y avait le pilote. Donc les bras sont articulés, hein, parce que ça tourne. Les bras, ils tournent en même temps que le volant. Vous avez le casque. Vous avez ici la partie basse hein, du pilote, qui est cassée d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais pas entamé la restauration, parce qu'il me manquait des morceaux, et pour trouver des pièces, c'est très dur. On peut voir que j'ai plus le volant. Je vais le sortir. Là, il reste encore quelques éléments. On va voir. Ah si, le volant est là. Voilà, il y a quelques petites choses qu'il faudra que je vois. Excusez-moi, je fais mon petit rangement en même temps. Là, vous pouvez voir la taille du récepteur. Donc là, ça vous donne bien l'appareil, hein, c'est du Rob, donc du fût à bas. Et donc ça vous donne quand même une idée, même le cerveau, il est énorme hein, par rapport au cerveau actuel. Et le récepteur, par rapport à un récepteur actuel, c'est monstrueux. Les prises, pareil, c'est hyper spécifique, hein, regardez. C'est un avoir, hein, maintenant c'est les prises, nous c'est femelle, là c'était mâle. Là vous avez donc les cerveaux de l'époque, hein, il n'y avait que des pignons plastiques, hein, et c'était pas ce roulement. Voilà. Et donc ce go-kart, ouais, il est quand même assez sympa avec les pneus mousse, le petit pot, je pense qu'il était peut-être une option, je sais pas exactement. Le petit moteur, c'est un. Attendez, je regarde. Le moteur, c'est un petit moteur OS. Donc ça doit être plus ou moins le moteur qui présente dans les nouveautés d'ailleurs. Vous aviez donc le châssis, c'est du plastique avec une plaque en aluminium. Voilà, et tout le système de direction ici, qui est métallique. Ici, je pense que c'est la partie radio, récepteur, le réservoir, le disque de frein ici. Voilà, et là vous avez la transmission. Si je tourne, vous avez ici, vous démarrez, je pense, avec soit avec une cordelette ou un cône. Je peux avoir plusieurs façons de démarrer. Vous avez l'embrayage là, une courroie intermédiaire et vous avez la chaîne. Voilà. Donc ça, c'était
Le go-kart, alors celui-là, il a besoin d'une méga restauration, mais je sais pas si un jour j'arriverai à trouver tout ce qui manque. Il faudra que je me lance quand même, parce qu'il y a quelques années que je l'ai, et j'ai jamais rien fait dessus. Mais c'est vraiment un modèle très original. Alors ça marchait pas bien, hein, mais par contre, au niveau collection, c'est quand même hyper sympa. Petit retour en arrière, alors à chaque fois je veux faire court, mais au fur et à mesure que je monte des choses, je me dis, tiens, mais c'est vrai que j'aurais dû montrer ça. Alors, et comme je veux pas faire, moi je fais un montage, je fais comme si c'était un live en fin de compte, hein. Donc c'est pour ça que des fois je fais des petits retours en arrière, des fois je m'aperçois de choses que j'avais pas vues. Voilà. Donc la radio, tout à l'heure je vous ai montré la robe race à volant, et un de ses ancêtres, alors je vous dis, les modèles d'avant, ils étaient cette couleur, une sorte de beige. Et un des ancêtres, en fin de compte, c'était ce genre de radio, hein, qui sont donc beaucoup plus anciennes. Et vous pouvez voir que donc c'était en tôle, là, pareil, embouti en aluminium. Et là, il y avait un manche. Donc vous faisiez gaz, frein et la direction. Bon, à la base, c'était plus pour faire un petit planeur, un petit avion. Mais il y en a beaucoup qui utilisaient ça en voiture. Moi, j'en connaissais, hein. Notamment, j'avais un copain qui était handicapé. Il avait qu'un bras qui fonctionnait. Et il pilotait comme ça. Voilà, donc il y en a beaucoup qui ont fait de la voiture au début. Avec, alors donc essayez, hein, ceux qui sont à manche, si vous avez une radio 4 voies avec un manche, essayez de le faire, vous allez voir, c'est comique à faire, mais il y en a qui arrivaient super bien à piloter comme ça. Et on continue à tourner les pages. Alors quel est le prochain modèle qu'on va trouver? Est-ce qu'il y a des choses ici? Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Une Bullitt. Alors une Bullitt avec sa petite carrosserie de coccinelle là. Alors je sais pas quelle version exactement c'était ouais, en 80, je pense que c'était version quand même avec les amortisseurs, tout ça. Donc vous voyez, il y avait les Bullitt qui étaient vendus, vous voyez les prix à peu près, hein, de l'époque, donc c'était bien sûr en francs. Et donc c'était vraiment la voiture de début. Et vous voyez, là c'est marqué, je vous parlais du carburateur Perry tout à l'heure. Voilà, donc les Veco 21, donc c'était des moteurs américains, hein, c'était avec le carburateur Perry, la radio. Voilà, c'était beaucoup de gens ont débuté. Moi j'ai débuté, ma première voiture c'était une Bullitt. D'ailleurs je vais vous en montrer une. Et après la page d'après, on regardera, il y a une HMI Tempest. Alors ça, c'est une voiture, moi qui me plaisait, mais quand j'avais cette revue, ben, j'avais pas les moyens quand même de m'acheter quoi que ce soit, hein. J'étais encore à l'école, donc il fallait que je compte sur mes parents. Alors j'économisais, j'essayais de faire des petits boulots, des petites choses comme ça. Et moi, cette HMI, j'ai toujours voulu, et à l'époque, j'ai jamais réussi à me la payer. Il y avait Jean-Louis Audubert qui en avait une tout carbone, toute préparée. C'était une voiture, je trouvais, qui était classique, mais très originale. Et je vais vous la montrer après la Bullitt. Voilà, alors ça c'est une de mes Bullitt. Alors des Bullitt j'en ai plusieurs qui sont souvent dans un sale état parce que bon, c'est toujours la même pièce un peu qui casse, qui s'abîme. Et c'est vrai que je m'en suis jamais trop occupé. Alors à savoir qu'à une époque j'organisais au RC 94 de Sucy-en-Brie une course qui s'appelait les vieilles caisses. Alors, pourtant à l'époque mais quasiment personne, il n'y avait pas de rencontre vintage, il n'y avait pas vraiment de site vintage. C'était vraiment pas grand monde s'y intéressait. Et j'ai eu, comme il y avait pas mal de copains au RC 94, comme Hervé, tout ça, qu'on avait débuté avec cette voiture-là, j'ai dit, bon, on va lancer une course, une amicale tous les ans, qui accueille toutes les voitures anciennes. Et on va les faire rouler un peu par catégorie, tout ça. Donc ça a bien marché. Et même une année, on avait fait la Coupe des Bullites. On faisait rouler des Bullites. Alors moi, comme j'étais à l'organisation, j'en avais engagé trois. Et celle-là, c'est celle qui a gagné le championnat du monde des Bullites qu'on avait organisé. Non, c'était assez marrant. C'était bien éclaté avec ça. Et bizarrement, alors ces voitures, sur 5 minutes, on avait du mal. Je crois que le record du tour, c'est 3 tours, hein, en 5 minutes du circuit du RC 94. Mais il y en a beaucoup qui avaient du mal à faire un tour, hein. Déjà parce que ça calait, la tenue de route est déplorable. Mais beaucoup de gens ont débuté. C'était une voiture qui était très simple, qui avait été donc conçue par Jean-Michel Claudel et commercialisée par MRC. Et ils en ont vendu des tas. Il y a eu plusieurs versions. Alors ça, cette version-là, ça c'était Rodolphe qui avait gagné le championnat du monde des Bullitt avec celle-là. Donc il y a longtemps qu'elle n'a pas roulé, hein, mais à l'époque je l'avais bricolé j'en avais bricolé trois, et c'est celle qui marchait le mieux des trois. Alors ça c'est une version, je pense qu'en 80 elle existait déjà, hein, avec amortisseur hydraulique là. Alors, il y a trois gouttes d'huile, hein, à chaque fois que je le dis, hein, c'est des amortisseurs tout alu. Mais les premières c'était un Plostra en caoutchouc, et la suspension se faisait par la déformation du caoutchouc. Là, c'est des pneus, les fameux pneus Hirobo. Alors là, c'était le top des tops pour les pneus.
sur les premières bulites. Alors à savoir, les premières bulites, c'est dommage, tiens, j'ai pas préparé ça. C'était des pneus en mousse, des chevrons qu'il fallait coller. Voilà, c'était avec des cannelures, et on les collait ensemble, et ça faisait une sorte de pneus à pavé. Bon, je vous avoue que dès que c'était un peu humide ou au niveau adhérence, c'était quand même pas fantastique. Au niveau des moteurs, alors c'était pas ce genre de moteur, mais c'était des Veco 19 ou 21 avec la petite gamelle, une petite gamelle qui était accrochée dedans, qui avait toujours tendance d'ailleurs à se barrer. Et le train avant, c'était là, il est monté à l'envers. En fin de compte, ça c'est une option qu'avait sorti MRC. Alors je sais pas si c'est à cette époque-là, ça doit être quand même à peu près dans cette période-là, pour avoir un train oscillant comme sur les voitures de piste. Et donc ça offrait une certaine souplesse au châssis. Si vous voyez, la conception, c'était en fin de compte un U. Et la suspension, en fin de compte, c'était la déformation, la souplesse de l'aluminium, indépendamment, là, sur les bras. Alors là, on bridait pour faire cette modification, et on mettait cette plaque oscillante qui était montée sur des plostras en caoutchouc. Et là, ça permettait d'avoir un débattement de la suspension. Là, le plot, on voit Sismic qui ont sorti des fixations de carrosserie sur caoutchouc. On peut voir déjà à l'époque, ça existait là. Voilà. Donc bien sûr, par rapport à l'origine, là, il y avait eu quelques modifs. Hein. Celle-là, c'était pour faire la course. Donc je veux dire, j'avais rajouté. Parce que le gros défaut, je trouvais, de cette voiture, c'est qu'il n'y avait pas de chasse. C'était bizarre d'ailleurs comme conception, qu'il n'y ait pas de chasse d'origine. Alors donc là, on avait essayé de mettre des rondelles derrière pour essayer d'augmenter un peu la chasse. J'avais mis des biellettes, hein, il y en a qui reconnaîtront, hein, c'est des biellettes de Burns, je pense. Voilà, je pense que j'avais mis un cerveau un peu plus moderne là aussi. Enfin, bien qu'ils sont très vieux, hein, c'est des cerveaux quand même de la fin des années 80, mais un peu plus récent. Le moteur, c'est un moteur OS qui est qui existait déjà à cette période, je pense, mais qui était plutôt en option. Le KN, ça, c'était pas, ça existait. En fin de compte, c'est des KN qu'il y avait sur les admissions, je crois, de moteurs grandeur. Hein. Le pot d'échappement, là, j'ai fixé vite fait sur une plaque à l'arrière, donc ça marchait largement mieux que la petite gamelle d'origine. Et là, vous aviez des poulies, donc vous avez des poulies en caoutchouc avec des courants en caoutchouc, je veux dire. Et il y avait deux étages. Là, je crois que c'est la même, mais normalement d'origine, c'était deux étages décalés. Et selon l'endroit où vous le mettiez, vous aviez plus ou moins de. Ça changeait le rapport de multiplication en fin de compte. Donc là, vous aviez un bras tiré. Voilà, donc la suspension se faisait comme ça. Il n'y a bien sûr pas de différentiel. Voilà. Et ce qui cassait très facilement, c'était les petits paliers en plastique là. Alors moi, toutes mes bulites, les paliers sont cassés. Parce que vous voyez, vous avez la carrosserie coccinelle prend appui là, et elle se fixe directement sur l'arceau derrière. Voilà ce que c'était une bulite. Le réservoir, normalement, il était bleu. Enfin bon, ça correspond plus ou moins. Enfin, là, vous avez une vision de ce que c'était la voiture de début. Beaucoup de gens ont débuté avec cette voiture. Maintenant, on va passer à la HMI Tempest, la voiture de piste qui est présente sur la deuxième page. Je fais un rapide retour en arrière parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Cette carrosserie de Bullitt, elle peut s'adapter sur pas mal de voitures. Hein. Il y en a qui adaptent ça sur des crawlers, même si on veut sur un Buggy en 8ème. Hein, j'en ai vu en compétition. Hein. En Doromotrice, il y en a ils coupaient les ailes, tout ça, ils l'adaptaient. Mais ça donne un super look aux voitures. Au moins, c'est original. Et ces carrosseries, elles sont reproduites par Modélisme 34. Modélisme 34, il reproduit beaucoup de carrosseries anciennes, Bullitt, Buffalo, tout ça. Donc ça, c'est une carrosserie que vous pouvez de nouveau avoir si vous voulez l'adapter, notamment sur une voiture ancienne, hein, Bullitt, tout ça, mais même sur des voitures modernes, ça peut monter. Alors voici la fameuse HMI Tempest qui me plaisait tant à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur cette voiture? Elle ressemblait beaucoup aux autres voitures italiennes, hein, c'est une marque italienne. D'ailleurs, on regarde le différentiel, on dirait un Mantois ou un SG. Voilà, donc c'était un différentiel tout alu avec un manchon. Comme sur les Yankees d'ailleurs, il y a des joints toriques ici, en faisant coulisser le manchon, on accède à la pignonnerie. On voit ici un disque Ferrodo, mais déjà une première originalité, c'est qu'ils nous avaient mis des paliers en alu. Parce que le gros défaut de ces voitures, hein, comme on freine, il n'y a pas d'intermédiaire, hein, c'était le freinage. C'est dur de freiner avec une transmission directe comme ça. Donc eux, ils avaient mis tous les atouts de leur côté, hein, disque ferrodo et palier alu. Autre chose qu'ils avaient d'original, c'était bon, la platine qui était pas mal conçue, hein, c'était tout plastique, mais au moins c'était facile de faire les installations par rapport à beaucoup d'autres marques qui faisaient des platines en alu. Il y avait un réservoir quand même qui avait un énorme. Les autres, c'est des tout petits goulots. Alors malheureusement, j'ai pu
le bouchon. Alors c'est un bouchon, en fin de compte, ça tenait par un ressort central, hein, si je me trompe pas. Mais surtout, le goulot était quand même assez moderne. Par contre, ce qui était vieillot, et c'était l'héritage des anciens réservoirs en métallique, c'était les tubes en cuivre, là. Donc c'était pour aller chercher le carburant, en fin de compte, et pour la mise à l'air libre, la pressurisation. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le train avant, donc il était fixe, hein. Et là, vous voyez, il y a un petit bouton. Alors ce petit bouton, c'est pour le démontage rapide des roues. Et vous avez la même chose à l'arrière, hein, à l'intérieur. Vous voyez, vous avez un bouton sur le côté. Et ils avaient fait ça parce que le gros défaut, notamment des VCS, enfin de beaucoup de voitures classiques, les Asso RC300, enfin toutes ces voitures-là, c'était le démontage rapide des roues. Pour démonter les roues, c'était une petite BTR sur le côté, c'était franchement galère. Alors là, je vais vous démonter les roues, hein, comme j'ai la main qui tient le téléphone, je peux pas faire les deux à la fois. Et vous allez voir que l'avantage de cette voiture, que c'était très rapide. Donc là, j'ai démonté l'avant et on peut voir le système, hein, c'est un petit ergot là. Enfin, il y a une saignée et donc en fin de compte, le système, il vient se mettre là-dedans et il retient la roue, donc qui est montée sur des roulements à billes. Alors on remarque que les roulements à billes, ils étaient sans flasque. Et à l'arrière, c'est intégré à la jante. Alors le problème, c'était sûrement le prix des jantes. Donc il y a un petit ressort dedans. Et on peut voir l'ergot, je sais pas si vous voyez, quand j'appuie, voilà, qui disparaît, qui s'escamote. Et quand on lâche, il vient bloquer la jante. Et on voit là, il y a donc le méplat. Ici, on voit la saignée, hein, où vient se mettre le petit pion là. Et ça permet aussi, surtout, d'accéder rapidement à la couronne. Voilà, vous avez un accès rapide à la couronne parce que souvent, pareil, quand on becquait une couronne pour démonter la roue, ou même des fois la couronne qui était vissée sur un flasque, c'était parfois un peu galère. Alors si je vous montre à l'avant, hein, le système, voilà, à l'avant, une fois démonté, vous aviez la fusée en plastique. Et vous voyez, l'ergot là, il est monté sur ressort. Bon, je sais pas si on voit à l'intérieur, si ça s'escamote. Voilà. Enfin bon, bref, donc c'était quand même quelque chose qui était inédit à l'époque, hein. La voiture elle était assez originale pour ça. Elle était bien équipée. Et vous aviez un beau pod, en plus qui était fraisé, hein, ce qui était rare. Voilà, donc c'était moi j'adorais cette voiture. Mais malheureusement à l'époque j'ai pas pu l'avoir. Et celle-ci, il y a pas mal de choses à revoir pour la mettre bien. Allez, on continue à tourner les pages. Alors là, on arrive au championnat d'Europe euh, F1 et Proto, hein, c'est la Formule et Proto. Alors ça, c'est de la piste 1 huitième. Alors, donc, je rappelle, hein, le TT 1 huitième, c'était quasiment rien à l'époque. C'était quasiment que de la piste 1 huitième et un peu de piste électrique 1 dixième, 1 douzième plutôt, 1 dixième, ça n'existait pas. Le tout-terrain 1 dixième, ça n'existait pas non plus, ou très peu, hein, en loisirs style les Tamiya. Et encore, il y en a pas mal qui étaient en douzième. Donc, ce championnat d'Europe, déjà, on peut voir un petit truc, hein, pour ceux qui font de la compétition actuellement, c'est les départs en ligne. À l'époque, c'était départ en ligne et c'est comptage manuel, hein. Donc, il fallait vachement de monde pour le comptage. Par contre, les infrastructures, hein, c'était la même chose qu'actuellement, hein. Je veux dire, les circuits, d'ailleurs, il y en a qui existent toujours. Et dedans, on voit une première voiture, hein, la Memo. Alors celle-là, je vais pouvoir la présenter, c'est une voiture française. Et la deuxième qu'on voit, c'est la PB Alpha de David Leca. Alors donc ça, on va pouvoir faire la présentation des voitures, excusez-moi, parce que je les ai. Alors déjà, première chose, vous avez pu voir qu'il y a marqué Formule, Proto, mais il y avait aussi GT. À l'époque, la piste 1 huitième, maintenant il n'y a, que des carrosseries sport proto qui ressemblent pas à grand chose d'ailleurs. Mais à l'époque, il y avait des sous-catégories. Ça veut dire le même week-end, vous pouvez courir dans 2 ou 3 catégories. Donc il y avait déjà la Formule, c'était donc des carrosseries de Formule 1, donc bien sûr des Formule 1 d'époque, hein. Là vous avez des exemplaires ici, donc ça c'est celle d'une SG. Voilà, bon, ça pouvait monter. Alors pareil, ça c'est des carrosseries qu'on arrive à retrouver, hein. Et donc ça c'était les voitures les plus compliquées, disons, il y avait moins d'appui, donc c'était un peu plus dur à piloter, et l'aileron était surtout plus petit. Après, vous aviez les sports proto, un peu comme maintenant, sauf que là, les carrosseries, quand même, elles étaient assez sympas, hein. Donc, il en existe plein de sortes, hein. Vous voyez, celle-là, ça fait vraiment sport proto fin des années 70, début des années 80. Je sais pas exactement laquelle ça représente, mais au moins, c'est un peu de gueule. Bon, la décoration n'est pas
extraordinaire, mais bon. Et on avait aussi le Grand Tourisme. Alors là, c'était des carrosseries comme cette BMW. Alors celle-là, elle est un peu historique parce que c'était une carrosserie que c'est Hervé, le président du RC 94, qui me l'avait donnée quand il faisait des travaux. Et cette carrosserie, elle a toujours été exposée pendant des années à l'entrée du RC 94. Et je pense qu'elle devait être à Yves, je ne sais pas exactement, mais enfin, vous avez l'autocollant, c'est le premier autocollant qui était le logo du Robo Club 94. Donc pour ceux qui connaissent le club, hein, RC 94, c'est Robo Club 94, que c'était un club à la base de bateaux et d'avions. Et la voiture, c'est venu après. Donc vous aviez ces carrosseries. Alors moi, je trouvais, moi, c'était ma catégorie préférée, c'était le grand tourisme. Malheureusement, ça a disparu. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que la piste 8e est en grande difficulté maintenant. Donc cet article sur le championnat d'Europe, il parle de la Memo. Memo qui était une marque française. Et j'en ai une qui est en assez bon état. Alors il n'y a pas le moteur dessus, parce que c'est vrai que comme je collectionne les moteurs aussi, j'ai j'ai beaucoup de voitures où le moteur n'est pas dessus, ils sont dans des vitrines. Donc cette Memo, déjà, il y avait eu une version précédente sans train oscillant, hein. Le train oscillant, c'est arrivé quand il y a eu notamment les VCS. Donc tout le monde s'est mis un peu au train oscillant. Ça permettait d'avoir un peu plus de souplesse au châssis et un réglage de plus, bien sûr. Donc on peut voir que tout était en aluminium sur cette voiture. Les plots de carrosserie en aluminium, le train avant en aluminium. Voilà, alors si vous comparez à la HMI de tout à l'heure, hein, vous voyez, tout était vissé sur ces versions-là. Il n'y avait pas de démontage rapide. Les plots, parce que c'était suspendu, le récepteur et la queue étaient suspendus entre des élastiques ici. Voilà, donc ça permettait d'avoir un montage souple. Voilà, le réservoir, vous voyez, par rapport à qu'on s'appelle la HMI, la tempeste, hein. Le réservoir, là, c'est toujours, vous voyez, le bouchon, le trou est un peu plus petit, bien qu'il est assez grand quand même. Il y a le ressort au milieu et en lâchant, hop, ça se remettait. Voilà, c'est comme ça que se faisait la fermeture, mais par contre, c'est tout métal, c'est soudé et c'est monté sur des plots, là. On peut le voir. Vous voyez, c'est quand même assez original. De l'autre côté, c'est pareil, hein, là, c'est pour l'accu ou le récepteur. Comme la HMI, il y a un renvoi ici parce que c'est un système, souvent c'est des carbures rotatifs. C'est pour ça qu'il n'y avait pas il y a ce système de renvoi qui est monté aussi sur une colonnette alu. Là aussi, on a un palier alu avec ici le petit bras en aluminium qu'on va retrouver d'ailleurs sur les Yankees, hein, parce que je crois que c'est Yankee qui a racheté Memo après. C'est pour ça qu'on a retrouvé des pièces de Memo, certains accessoires après sur les Yankees. Le pot, c'était pour des échappements, un moteur latéral. Donc le pot était fixé à l'arrière, hein, la gamelle. Là, les plots étaient en aluminium aussi. Et il y avait un beau différentiel, là, avec aussi un disque Ferrodo. Voilà, donc la Memo, c'était une belle voiture, mais c'est vrai que face à la concurrence, ils n'avaient pas les moyens au niveau des pilotes et au niveau évolution pour concurrencer des marques comme SG, comme PB. C'est sûr que là, je vais vous montrer, regardez bien cette voiture, sa conception, et après je vais vous montrer la voiture qu'il y avait en face chez les Anglais. Vous allez voir qu'il y avait un monde, une différence qui était énorme. Donc là, au championnat d'Europe, il y avait donc la fameuse Memo, mais il y avait surtout en face la PB Alpha. Là, c'est une 81. Donc c'est la première voiture à suspension vraiment, hein, qui a été commercialisée en masse. Après, il y a eu la Serpent Quattro, c'est plus ou moins les mêmes. Mais là, je voyais sur le championnat d'Europe, il y en a qui disent que c'est Serpent qui est sorti en premier, mais au championnat d'Europe, là, je regardais les résultats, c'est des clubs racers, hein, des voitures classiques qu'ils utilisaient. Donc PB, là, ils utilisaient déjà en masse cette PB Alpha. Alors donc, elle se reconnaissait surtout à ces triangles rouges. Et donc, il y avait une suspension avec des tout petits amortisseurs. Là, il y avait pareil 2 gouttes d'huile. Il y avait déjà les barres anti-roulis. Il y avait les fusées avec les roulements intégrés, hein, comme vous avez vu sur les autres voitures. Les roulements étaient souvent dans les roues. Voilà, là, vous avez un réservoir à ouverture. Là, il manque le ressort, mais rapide, comme ça, à clapet, comme maintenant. Sauf que là, l'ouverture est minuscule. Voilà, vous avez une transmission par chaîne, le différentiel. Là, il y a un double frein. La couronne, en fin de compte, ça ressemble. Ils ont plus ou moins inventé avec Serpent la voiture moderne, hein, parce que les voitures de piste modernes, sauf que maintenant c'est des 4x4, mais c'est plus ou moins cette conception-là, hein. L'architecture est restée, hein. Parce que jusqu'à présent, on avait des voitures à suspension aussi, mais avec des moteurs, là c'est transversal, mais longitudinaux, avec des pots à l'arrière, enfin voilà. Donc là déjà, c'était une belle évolution, il y avait les barres anti-roulis,
euh, un pod fraisé avec la partie ici époxy à l'avant. Alors le raccord ici, c'était toujours délicat, ça avait tendance à plier là. Donc voilà, la PB Alpha, ça je vous ferai une vidéo spéciale PB Alpha parce que j'ai la collection. Là, j'ai préféré vous en présenter une qui n'a pas les roues, hein. Les roues étaient rouges aussi, comme la voiture. C'était pour vous montrer un peu en détail comment était fait la suspension. Là, vous avez notamment les fusées en aluminium. Et il y avait des demi-coquilles ici qui tiennent par un clips qui permettaient de les emprisonner. Voilà. Ça, c'est donc la PB Alpha. Alors, vous voyez bien que par rapport à la mémo, c'était quand même beaucoup plus sophistiqué. Ouais, je vais en profiter quand même pour vous montrer, même si ça fait encore, ça rallonge la vidéo, mais j'aime bien quand même donner des détails, hein, des informations, pour vous montrer le bon technologique, en fin de compte, entre la PB Alpha, donc la suspension, hein, et la PB9 qui l'a précédée. Là, c'est une PB9S. Alors, j'espère pas me tromper dans le nom. Ça, c'est la voiture qu'il y a juste avant. On peut voir qu'il y a, je pense qu'il y a, à part peut-être le sauve-cerveau, et encore, il n'est pas de la même couleur, il n'y a aucune pièce commune. Alors ça, c'était la voiture de piste, le modèle juste avant, qui était encore beaucoup utilisé en 81. Il y a beaucoup de gens en Ligue, même en Championnat de France, je pense, qui utilisaient cette version-là. Et donc, on peut voir, c'était des demi-trains, hein, comme ça, mais c'était fixe, hein, avec les roulements étaient déjà dans les fusées, hein. Ça, c'était un peu une innovation de chez PB. Le réservoir, c'était déjà le même. Il y avait une platine en époxy. Voilà. Mais sauf que à l'arrière, il n'y avait pas de suspension non plus. Et c'était un différentiel, un superbe. Il est superbe ce différentiel. Donc c'est plus ou moins la même conception que le différentiel de la PB Alpha, mais bien sûr, c'est pas le même corps. Et on peut voir là la couronne. D'ailleurs, pour en revenir à la HPI, vous voyez que là, la HPI, ça, pour démonter, elle était juste posée. Là, sur une PB 9, quand vous grillez une couronne, bon, déjà, il fallait démonter l'écrou, ça encore ça va, mais après, il fallait démonter 3 vis. Voilà, ça donne encore une idée. Là, on avait un beau palier tout alu, hein, pour le système de commande du frein, palier ferrodo. Ah ouais, c'était une. Bon, celle-là, en plus, elle est toute neuve. Donc, c'était une très belle voiture, mais ils sont passés de ça à ça. Donc on voit, il y a absolument, là il y a eu vraiment une révolution, hein. C'est pas comme maintenant où rien ne bouge. Là, quand ça bougeait beaucoup. Donc ça a évolué d'un coup. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer quand même le modèle PB9 qui était encore utilisé largement, hein, en 81. Parce que moi j'ai roulé avec ces voitures dans les années, je crois, je débutais en piste en 82, même jusqu'en 83. Je crois que j'ai roulé avec une PB9 et une Asso RC300 qui ressemblait beaucoup à cette voiture au niveau conception. Donc pour ce championnat d'Europe, je vous ai présenté donc la Memo, hein, la voiture française, qui est une planche, hein, donc une voiture classique, et la PB, qui est une voiture à suspension. Et si on regarde les résultats de ce championnat d'Europe, en formule, on voit que c'est Greenwood, un Anglais, qui a gagné, donc avec la PB Alpha à suspension, tandis qu'en planche, enfin pas en planche, en proto, donc là c'est couru apparemment sous la pluie, c'était le concepteur, hein, de chez Serpent, qui a donc remporté cette course. Donc on voit, il y avait essentiellement des VCS, des PB Alpha, et une seule Serpent, c'est celle-là qui a gagné. Et en formule, il y avait que des PB et des SG. Donc c'est la planche qui a gagné face aux suspensions, hein, pour une histoire sûrement de fiabilité. Voilà. Donc ce qu'on pouvait dire sur le championnat d'Europe, pour les autres voitures, ils présentaient une Associated à suspension. Alors là, je suis épaté. J'en ai bien une, mais je sais qu'elle est beaucoup plus récente, mais qui ressemble beaucoup. Donc j'ai pas d'autres voitures qui sont marquées dessus. La Serpent, j'en ai qu'à suspension. Alors ce qui m'étonnait, c'est de ne pas avoir une Serpent Quattro dedans. Donc là, on voit, il y avait une interview des pilotes, hein, souvent, comme Philippe Collet, qui est multiple champion de France. On voit les premiers ordinateurs, hein, vous voyez, là, il y avait un petit article sur l'équipe Serpent qui avait amené un micro-ordinateur. Alors là, c'était vraiment les tout premiers, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer aux pages suivantes, cette première partie, on va rester sur cette première partie, et je vais vous faire une deuxième vidéo, parce que là, ça sera trop long autrement. Donc, je vous donne rendez-vous sur la deuxième vidéo, qui sera publiée 1 ou 2 jours après celle-ci. Allez, à tout de suite!